ce midi causerie qui porte sur l'interconnexion entre les changements climatiques, le droit et les services financiers. On va le voir ensemble, tout un défi qui nous attend aujourd'hui. Alors, je souhaite la bienvenue à nos participants en salle et à nos nombreux participants en ligne à cet événement qui s'inscrit dans le cadre d'un événement plus large qui est la semaine Paul Gauthier, donc qui s'intéresse à la gouvernance et aux services financiers, organisé par mon collègue là, Yvan Toutourian, qui est avec nous aujourd'hui. Alors, pour ma part, je me présente, je suis Cynthia Duclos, professeure à la faculté de droit ici à l'Université Laval et directrice du laboratoire en droit des services financiers, qu'on appelle ici le LabFi. Donc, le LabFi, qu'est-ce que ça fait? Bien, c'est une unité un peu de recherche et d'enseignement qui s'intéresse au droit des services financiers, qui a différents objectifs. On souhaite faire de la recherche, mais tenir des activités de diffusion du savoir et de vulgarisation des connaissances dans le secteur du droit des services financiers. Alors aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on fait avec ce midi causerie, qui a pour objectif vraiment de mieux comprendre et de présenter simplement, si c'est possible, l'interconnexion entre les changements climatiques, le droit et les services financiers. Vous m'excuserez, vous aurez compris que j'ai un beau petit cadeau qui vient de la garderie. Donc, j'ai un petit chat dans la gorge, là, mes excuses. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bien simplement, on va tenter d'abord de présenter les concepts. Parce que quand on parle de changement climatique, de réglementation financière, de services financiers, on va placer la base et comprendre déjà les connexions entre ces éléments-là. On va regarder aussi l'état des lieux au niveau de la réglementation et on va essayer de se projeter dans l'avenir. Qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines années au niveau de l'encadrement par la réglementation financière de tout ce qui touche les changements climatiques? Alors, pour nous éclairer aujourd'hui, bien sûr, on est bien entouré. 3 experts, 3 intervenants de premier choix. Alors, d'abord, juste à côté de moi, Karine Pelofi, qui est chef de projet Finances durables à Éco-Justice et qui était jusqu'à tout récemment conseillère aux affaires parlementaires au bureau de la sénatrice Rosa Galvez. On a également Maître Valérie, que j'allais présenter 2 fois. Maître Valérie Pelletier, qui est avocate experte sur les questions ESG à IA Groupe Financier. Et on a également Olivier Girardot, qui est directeur de l'encadrement de la surveillance de la finance durable à l'Autorité des marchés financiers. Alors, ce sont 3 intervenants de choix qui vont nous permettre d'avoir des perspectives différentes sur les différents éléments qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Bien sûr, ces intervenants vont présenter leur opinion qui est personnelle, mais qui n'engage pas leur organisation au fin de la présentation. Pour ma part, j'ai le plaisir d'animer cet événement et je tenterai d'être la gardienne du temps. Alors, pour s'assurer, on s'est donné 1h30 aujourd'hui et vous allez comprendre pourquoi en cours de route, pour qu'on soit capable de faire le tour du sujet et qui sait peut-être même trouver des solutions au niveau des changements climatiques et ce que peut amener la réglementation financière. Alors, pour commencer, je vous le disais, on va d'abord s'intéresser au concept. Et la première chose à laquelle on va s'intéresser, c'est vraiment la notion même de changement climatique. Alors, je me tourne vers toi, Karine. Est-ce que tu peux simplement nous définir c'est quoi les changements climatiques? Je vais essayer. Donc, juste pour prendre un petit peu de recul, les scientifiques conçoivent qu'il y a environ 9 limites planétaires, dans le fond, qu'il faut respecter pour que la vie humaine et la vie sur Terre puissent continuer d'exister et pour éviter des modifications brutales, non linéaires, potentiellement catastrophiques et irréversibles. Le climat stable, c'est une de ces 9 limites planétaires-là. C'est peut-être celle sur laquelle on a le plus d'informations et qui a tendance à être d'intérêt pour tout le monde parce qu'une tonne de gaz à effet de serre émis n'importe où dans le monde impacte le monde entier. Donc, on a vraiment un intérêt commun assez clair là-dedans. Alors que peut-être que si une espèce disparaît à un endroit, ça n'a peut-être pas d'impact ailleurs. On ne le sait pas, en fait. Donc, la définition des changements climatiques, on parle des gaz à effet de serre, surtout le CO2 et le méthane, qui trappent la chaleur du soleil sur Terre, ce qui amène un réchauffement, d'où le nom gaz à effet de serre. Mais ces gaz-là ont aussi d'autres effets. Donc, c'est pour ça qu'on parle aussi de changement climatique au-delà du réchauffement. Par exemple, le CO2, quand il va dans l'océan, il acidifie l'océan, change le pH, ce qui fait que la vie dans l'océan devient beaucoup plus difficile pour les coraux, les planctons et ainsi de suite. Et ce qui fait que l'océan, à la fois, arrive moins à absorber des gaz à effet de serre, parce que la vie dans l'océan absorbe des gaz à effet de serre aussi, ce qui peut amener des points de basculement.
point de basculement m'amène à pourquoi on parle toujours de 1,5 degrés Celsius dans l'accord de Paris et ainsi de suite. C'est que les scientifiques évaluent qu'au-delà de réchauffement de 1,5 degrés, on va faire face à des points de basculement, c'est-à-dire que le système risque de s'emballer et des forêts, admettons, qui absorbent le carbone pour nous, ben, vont se transformer en émetteurs par les feux de forêt, des sécheresses comme un peu on a vu l'été passé. Le méthane dans l'Arctique peut commencer à s'échapper. On a des preuves que ça commence aussi. Là, si ces effets-là continuent, ben, on va faire une bascule. Puis là, le changement climatique va devenir incontrôlé et on ne pourra plus faire grand-chose rendu là. Donc, c'est pour ça qu'il faut l'éviter de dépasser ce seuil très important. Le cadre de la lutte au changement climatique, et on parle souvent de la réduction des gaz à effet de serre. Et pour la première fois, à la dernière COP, là où il y a des négociations internationales là, sur le climat, c'est la 28e itération. Pour la première fois, ils ont nommé que pour régler la crise climatique, il faut transitionner faut laisser faire les énergies fossiles. Pourquoi ça prend 30 ans avant de nommer la cause fondamentale? Parce qu'en fait, 80% des gaz à effet de serre sont liés à la combustion des énergies fossiles. Ben là, je sors mon chapeau de conspirationniste, mais il est sérieux. C'est qu'en fait, l'industrie fossile a fait une grande campagne de désinformation pendant des décennies pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'action politique et qu'il y ait un doute chez le public là, sur dans le fond, la source des changements climatiques. Il y a 30 causes juridiques aux États-Unis où des gouvernements locaux attaquent l'industrie fossile pour cette campagne de désinformation-là. Donc, ce n'est pas juste une conspiration. Donc, une façon peut-être plus concrète et plus simple de concevoir la lutte au changement climatique, c'est qu'il faut éliminer les énergies fossiles et préserver nos puits de carbone. Au Canada, c'est surtout nos forêts, nos tourbières. L'autre aspect des changements climatiques, c'est l'aspect de l'adaptation et donc de la résilience. Fait que là, c'est pour ça qu'on parle beaucoup, vu que l'atmosphère est plus chaude, elle capte plus d'eau, par exemple, et donc maintenant, on a droit à des rivières atmosphériques qui nous laissent tomber une quantité phénoménale d'eau en très peu de temps. Donc, des façons, mettons, de s'adapter, il faut faire des parcs éponges, il faut déminéraliser nos villes, faire des saillies absorbantes, puis éventuellement, il faut peut-être abandonner certaines zones inondables, zones qui vont devenir inhabitables. Les deux aspects, lutte et adaptation, vont ensemble, parce que si on perd le contrôle sur les changements climatiques, on va arriver dans un monde où on ne pourra plus s'adapter. Et vous allez m'entendre répéter ça souvent. C'est tout. OK, intéressant. Donc, on vient de mettre la table un peu pour savoir qu'est-ce qu'on va vouloir regarder quand on va examiner la réglementation financière et comment les acteurs de l'industrie, des services financiers sont encadrés. Donc, c'est quoi les éléments qu'on va vouloir voir au regard des changements climatiques? Je pense que Karine vient de mettre un peu le doigt dessus de façon très claire et disons, passionnée, pour ne pas dire. Maintenant, une fois qu'on a parlé de tout ça, je veux qu'on mette la table un peu sur quand on parle des acteurs et de l'industrie des services financiers, de quoi on parle. Bien sûr, je sais que j'ai des gens dans la salle qui connaissent ça de façon très étendue, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors, je vais me tourner vers Valérie, peut-être pour nous présenter ces éléments-là. Oui, donc je vais revenir un petit peu à la base. Là. Techniquement, quand on parle d'institutions financières, on a un assez large éventail de sociétés ou d'organisations. On peut penser aux banques, ou on peut penser aux assureurs, on peut penser aux sociétés d'investissement, on peut penser à des valeurs mobilières. Du côté de IA Groupe Financier, nous, on est un assureur. Donc aujourd'hui, je vais parler notamment de ça. On est aussi une compagnie qui fait de la gestion de patrimoine. On est situé au Canada et aux États-Unis. Et on est une société aussi qui est cotée en bourse, donc on est un émetteur assujetti, terme que vous allez réentendre aujourd'hui beaucoup, que Olivier, mon confrère. Du côté de la financière, là, pour se rappeler, dans le fond, ça a un double rôle, hein, si on veut. Ça a le rôle d'un gestionnaire de risque, donc doit gérer son risque, s'assurer d'avoir la bonne tarification en tout temps. Et donc de bien gérer son risque. Et il doit aussi, il y a un rôle d'investisseur, puisqu'il prend l'argent des clients, il la place, puis il s'assure de d'avoir les fonds nécessaires là, au moment opportun. Dans le fond, ce double rôle-là fait en sorte qu'il n'y a pas le choix, une institution financière n'a pas le choix d'avoir une vision court, moyen, long terme en tout temps. Je dois m'adapter à des nouveaux contextes
constamment aussi. C'est ici que je viens insérer, en fait, les changements climatiques, là, puisque les changements climatiques, Karine, je pense que l'a bien dit, c'est plus dans 50 ans, c'est maintenant qu'on les vit. Ça fait en sorte que j'ai pas le choix d'avoir une vision sur les changements climatiques aussi. J'ai pas le choix d'en tenir compte dans ma vision court, moyen, long terme. On va parler beaucoup aujourd'hui des risques climatiques, donc évidemment, tous les dommages que tu peux causer. Dans une compagnie d'assurance comme IA, ben, c'est une augmentation des indemnités. Mais je pense que c'est important de souligner que les nouveaux cadres réglementaires qui vont entrer en vigueur vont aussi parler d'opportunités. Puis je pense qu'on peut essayer de mettre ça positif aussi. Il y a des opportunités à ça. On peut penser qu'on veut investir dans des énergies plus vertes. On peut penser que nos clients veulent des produits qui sont plus socialement responsables. On peut vouloir sensibiliser nos clients à avoir des modes de vie plus sains, plus durables. Un autre point aussi qu'on va discuter aujourd'hui, c'est donc, comme je le dis, les risques. Puis il y en a deux sortes. Il y a les risques physiques, puis il y a les risques de transition. Les risques physiques, ben, je pense que c'est ceux qu'on connaît le plus, évidemment. Là, les dommages directs sont causés aux biens, aux opérations, aux infrastructures en raison, d'exemple, de changements climatiques extrêmes, d'événements météorologiques extrêmes, pardon. Puis, on a les risques de transition. Fait que ça, les risques de transition, on est vraiment par des risques posés par le fait d'aller vers un modèle qui est plus durable et qui dépend moins des combustibles fossiles. Ça peut inclure des perturbations financières, réglementaires, technologiques qui sont causées justement par le fait qu'on veut réduire nos gaz à effet de serre. Vu qu'on est en droit, là, un exemple que je pourrais donner, c'est une institution financière qui serait exposée davantage à des litiges par le fait qu'elle gère pas bien son risque lié au changement climatique. Donc, elle s'expose à plus de litiges de ce côté-là. Oui, certainement. Je vais juste demander si tu peux libérer le micro à l'intérieur. À distance, on nous entend bien. Oui, vas-y, comme complément, Karine. Oui, en fait, je voulais le dire en intro, puis j'ai oublié, mais là, ça me le rappelle. Ce risque de transition-là, je pense que le Québec y a un peu participé. On est devenu la première juridiction au monde qui a dit non à l'exploration et à l'exploitation du pétrole sur notre territoire. Si ce genre de mouvement-là prend de l'ampleur et que, mettons, comme en Europe, qui se sont beaucoup désinvestis de nos énergies fossiles, une fois qu'on va avoir compris là, que c'est ça la marche à suivre, le risque financier pour globalement et de transition, là, si on laisse tomber les énergies fossiles, on parle globalement de 1000 milliards, je pense, à travers la planète. Et au Canada seulement, c'est 100 milliards de dollars qui deviendraient des actifs échoués si on ne peut plus exploiter les ressources d'hydrocarbures dans l'Ouest canadien. Donc, on parle d'intérêts financiers quand même assez importants et donc on peut comprendre un peu la résistance au changement de où elle vient. Merci pour la précision. Maintenant qu'on a parlé un peu de c'est quoi les changements climatiques, on a présenté l'industrie des services financiers, on a commencé à parler un peu de comment les changements climatiques, disons, pouvaient avoir un impact dans l'industrie. Là, je vais me tourner vers Olivier. Olivier, aujourd'hui, c'est notre liant, vous allez voir. Alors, il va nous parler un peu du point de rencontre entre les changements climatiques, l'industrie des services financiers et tout ça autour de la régulation financière. Je te laisse, Olivier, nous parler un peu du rapprochement entre les deux. Oui, d'abord, merci Cynthia pour l'invitation. Bonjour à tous, ça me fait plaisir là, d'échanger avec vous. Vous l'avez vu, on a bien mis la table avec Valérie et Karine. Je pense qu'on va être à une conversation qui risque de s'avérer fort passionnante. Je ne sais pas si le terme liant est le bon, puis c'est une position confortable, mais je vais le jouer. Donc, effectivement, là, on essaie de positionner certains concepts. On a bien expliqué quels sont l'impact des changements climatiques, quelles sont les notions d'émissions de GS. On a bien expliqué c'est quoi le secteur financier. Peut-être rapidement l'introduction, c'est quoi le lien entre le secteur financier et le climat? Maintenant qu'on a positionné ça, je pense que c'est important d'emblée de reconnaître que la finance ou que le secteur financier en soi ne résoudra pas tout seul l'enjeu des changements climatiques. Ceci étant dit, le secteur financier a un rôle définitivement primordial à jouer pour soutenir l'économie réelle dans le cadre de sa transition vers une économie qui va être plus sobre en carbone. Soyons honnêtes, l'atteinte de la carboneutralité en 2050 pour un pays comme le Canada, ça va être un défi de taille. Quand on parle, par exemple, de finances durables, ou là, plus spécifiquement en matière de climat, de finances de transition, de finances climatiques, on s'intéresse aux activités financières qui sont axées sur la canalisation de l'expertise, de l'ingéniosité, puis de l'influence du secteur financier et de les tourner vers les défis, mais aussi les possibilités, comme le disait Valérie, que posent les changements climatiques.
La finance durable, ce qu'elle vise à faire, essentiellement, c'est de déplacer l'attention des investisseurs qui sont présentement parfois fixés vers des objectifs à court terme, vers la création de valeur à plus long terme et vers les risques et les occasions que ces objectifs-là à plus long terme peuvent représenter. Je pense que la meilleure manière, là, je ne vais pas vendre de punch tout de suite, on va regarder l'ensemble des éléments plus tard aujourd'hui, mais la meilleure manière d'y arriver, c'est de s'assurer que toutes les parties prenantes du secteur financier ont une bonne compréhension des coûts, des avantages et aussi des conséquences de leurs décisions financières, particulièrement en matière de changement climatique. Intéressant. Puis ça m'amène à un autre élément où Olivier va pouvoir nous éclairer. C'est quoi la place de l'autorité dans cette relation-là entre les changements climatiques et l'industrie des services financiers? Oui, peut-être rapidement, Cynthia, si tu me permets, l'autorité des marchés financiers, évidemment, c'est l'organisation qui est mandatée par le gouvernement du Québec pour agir à titre de régulateur du secteur financier. Essentiellement, la mission de l'autorité, c'est de s'assurer que l'ensemble des acteurs du secteur financier demeurent dynamiques, intègres et dignes de la confiance du public. L'autorité va vraiment le servir de manière impartiale le grand public, les professionnels du secteur, les entreprises et les institutions financières. C'est super important de le comprendre parce que ça va revenir dans la conversation. L'autorité fête d'ailleurs ses 20 ans cette année au mois de février 2024. Pourquoi je le souligne? C'est qu'on a un modèle assez unique qui se distingue au Québec par rapport au Canada et même à l'échelle internationale. On est un régulateur dit intégré. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est véritablement responsable de l'ensemble des facettes du secteur financier. Donc, on va être responsable de l'encadrement des assurances, des institutions de dépôt à l'exception des banques, des valeurs mobilières, des instruments dérivés, la distribution des produits et de services financiers et même plus récemment du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit. Du point de vue des valeurs mobilières, le rôle de l'autorité en matière de climat serait de favoriser l'équité, l'efficacité et la vigueur des marchés de capitaux, puis de protéger également les investisseurs contre les pratiques qui sont considérées comme étant déloyales ou frauduleuses. L'encadrement en valeurs mobilières est généralement un régime qui est fondé sur la divulgation de l'information. Le rôle de l'autorité est donc de s'assurer que les investisseurs ont accès à une information qui est complète, uniforme et comparable. L'autorité va donc s'intéresser avant tout à la communication aux investisseurs de l'information qui est utile à leur prise de décision. Et quand on parle de prise de décision, c'est par exemple la décision d'acheter, de vendre, de conserver le titre d'une société, mais également de voter, par exemple, à une assemblée d'actionnaires. On concentre donc, d'un point de vue des valeurs mobilières, nos travaux sur ce qu'on appelle l'importance ou la matérialité financière des risques, mais aussi des opportunités auxquelles sont confrontées les sociétés dont les titres sont cotés en bourse, quant au climat, puis à la transition vers une économie qui est plus sobre en carbone. Ça, c'est le rôle en valeur mobilière. Maintenant, si on transpose notre rôle d'un point de vue des institutions financières, donc de régulateurs prudentiels, le rôle de l'autorité, c'est de contribuer à la stabilité du secteur financier, de renforcer la confiance du public dans le secteur, puis de protéger les déposants. L'autorité va donc veiller à ce que les institutions financières gèrent leurs activités de manière saine et prudente. Je vais me permettre juste, Olivier, pour que tout le monde nous suive. Là, je pense à mes étudiants. Là, quand on parlait du secteur des valeurs mobilières, on avait en tête, bien sûr, les sociétés émettrices, là, comme tu l'as bien mentionné. Quand on tombe dans les institutions financières, là, vous ayez en tête un peu les assureurs, les coopératives de services financiers. Donc, c'est tout ce genre là, d'acteurs-là auxquels on parle. Donc, Desjardins et Beneva, Industrielle Alliance et compagnies de ce monde. Là. Je vais juste faire la précision pour être sûr que nos étudiants suivent bien. Je me doute que nos experts à la matière peuvent le faire. Là, mais pour oui, puis on viendra un peu plus tard là, sur la distinction entre émetteurs et assujettis et institutions financières, mais merci pour ça, Cynthia. Donc, je reprends. En matière d'institutions financières, on s'assure donc qu'elles gèrent le risque de manière saine et prudente. On va donc s'intéresser à la manière dont nos activités vont viser à comprendre comment les événements et des risques actuels ou futurs ont une incidence sur ces institutions-là. Puis, on va s'intéresser donc à la résilience des institutions financières face à divers risques, y compris les risques liés au changement climatique. OK. Très intéressant. Alors, là, donc, on vient un peu de mieux comprendre, grâce à tes explications, Olivier, le rôle un peu de l'autorité puis de la régulation financière par rapport au changement climatique. Ce que j'aimerais voir, ce que j'aimerais entendre aussi de Valérie d'abord, c'est comment c'est vu par l'industrie, ce rôle-là de la régulation financière par rapport à, je veux dire, la lutte, mais plus largement, là, tout ce qui touche les changements climatiques. Bien, pour moi, là, c'est vraiment un rôle partagé parce que pour moi, l'objectif est clair de la réglementation. On va venir mettre de la transparence, de la robustesse, il va y avoir un alignement sur les divulgations en matière climatique. Donc, tu sais, la réglementation va vraiment venir jeter les bases, à mon avis,
pour tout ce qui est la manière les attentes là, qu'on va avoir par rapport à les actions qu'on va prendre. Exemple, on va s'assurer que les engagements qu'une institution financière prend sont vrais. On va rendre les processus auditables, par exemple, avec la réglementation qui s'en vient. Au-delà de ça, ce qui est important de comprendre en ce moment, c'est qu'il y a plus que la réglementation. C'est nos parties prenantes, c'est nos autres parties prenantes en ce moment qui viennent mettre de la pression pour qu'on prenne action. Fait que je pense à nos investisseurs, je pense à nos actionnaires, je pense à nos clients. On veut, comme je disais tantôt, des produits plus socialement responsables. On veut... on veut que les institutions émettent moins de gaz à effet de serre. Donc, c'est toutes des choses qui viennent faire en sorte que, oui, il y a la réglementation, mais au-delà de ça, en ce moment, il y a aussi des parties prenantes. Fait que c'est pour ça que je dis, pour moi, c'est comme un rôle partagé, réglementation versus les autres parties. OK, donc ça vous a... Vous prenez note de la réglementation, bien sûr, vous la respectez, mais vous êtes poussé à aller peut-être un peu plus loin. On aura la chance d'en reparler. Puis je suis curieuse de voir de ton point de vue, Karine, toi, comment tu le vois, le rôle de la régulation financière dans ce secteur-là? Je suis clairement pas d'accord. Plusieurs choses. Je vais commencer avec une. Disons qu'on est dans un foisonnement d'initiatives volontaires et réglementaires dans différents pays. Donc, on est dans un moment de grande innovation, je crois, et tout le monde cherche un peu à comment on va appréhender cette complexité phénoménale qu'aucun système juridique est tout à fait prêt à appréhender en finance ou ailleurs. En Europe, ils ont pris l'approche d'y aller avec la double matérialité, c'est-à-dire on va autant considérer et demander des divulgations sur quel est l'impact du monde sur l'institution financière que quel est l'impact de l'institution financière sur le monde. En préparation, je pense, Olivier, tu avais dit la finance, c'est comme un conduit. C'est l'argent rend possible des projets. Puis je dirais, de la perspective du mouvement environnemental, il y a un intérêt grandissant pour la finance parce qu'on se rend compte qu'on va toujours combattre les mêmes projets qui vont être constamment représentés tant qu'il y a la perception qu'il y a de l'argent à faire tout en détruisant le climat. Donc, l'Europe est allée dans cette direction-là. Chez Ecojustice, on préconise clairement ça, hein, de regarder à la fois l'impact que l'institution financière a sur le monde que ce que le monde va lui faire. On trouve que l'approche de la simple matérialité, de seulement regarder qu'est-ce que le monde va faire à l'institution financière comme étant peut-être des ornières un petit peu trop limitées. Ce qu'on voit en ce moment aussi, c'est comme dans la lutte au changement climatique, au début, les opposants, ils niaient la réalité des changements climatiques. Maintenant, on est rendu ailleurs, on est rendu dans tout le monde fait semblant qu'ils font partie de la solution, que ce soit vrai ou pas. Donc, de la perspective de notre organisme, l'éco-blanchiment dans le monde entier et au Canada est systémique partout. Il y a notamment eu une plainte au début de l'année, je pense à l'AMF et au régulateur de l'Ontario pour éco-blanchiment de la banque RBC, qui était en 2022, le financier le plus important au niveau mondial des énergies fossiles, une petite banque canadienne, maintenant, elle est rendue numéro 2 parce qu'ils ont demandé à l'organisme qui avait fait la recherche de changer leur méthodologie. C'est une question d'1 milliard à peu près. Là. Donc, bref. Si on regarde, mettons, des sondages, il y a un sondage qui a été fait auprès de plusieurs cadres supérieurs dans des entreprises et 58% des répondants mondiaux ont admis que, selon eux, leur organisation était coupable d'éco-blanchiment. Quand on parle de l'Amérique, ce chiffre-là monte à 72%. Fait que ça, même les gens dans l'industrie pensent qu'il monte. Donc, il y a clairement un besoin de meilleures règles pour encadrer tout ça puis d'avoir des standards assez rigoureux pour s'assurer que ce qui est divulgué est de l'information véritablement utile. Peut-être un autre complément. Avant de me joindre à Ecojustice, je travaillais pour la sénatrice Rosa Galvez qui a présenté un projet de loi qui s'appelle la loi sur la finance alignée sur le climat. Et là-dedans, on a établi ce qui, selon nous, devrait faire partie d'une divulgation rigoureuse. Et puis, disons, si je prends un autre pas de recul encore, une autre tangente, c'est le fun. On parle tous ici là, de gestion des risques et opportunités, qui est, je pense, le paradigme dominant là, dans la réglementation financière. Quand on applique ça au problème des changements climatiques, je pense que ça aurait pu fonctionner si on avait commencé il y a 30 ans de se dire quels sont les différents risques et opportunités de différentes façons d'aller de l'avant. Comme il y a eu une inaction pendant des décennies, on est beaucoup plus restreint dans les options pour gérer le risque. Et je dirais, de la perspective climatique, la seule façon où le risque climatique peut peut-être demeurer gérable, c'est si on s'aligne vraiment sur ce scénario où on limite le réchauffement à 1,5 degré et donc
pour nous, la seule information qui est intéressante à savoir, c'est que faites-vous pour vous assurer de respecter cet objectif global? Je vais me permettre, si je comprends bien, là, c'est que toi, ce que tu souhaites, c'est que la réglementation financière nous fasse passer un petit peu de la divulgation à l'action. Est-ce que je comprends bien? Donc, d'aller peut-être un peu plus loin? Puis on aura la chance plus tard, dans le cadre du midi-causerie, je vous le disais, on va parler d'avenir, vers où on peut aller. Je suis certaine que Karine aura plusieurs suggestions pour nous pour voir là, vers où on peut aller avec la réglementation financière. Maintenant qu'on a fait cette présentation-là, on comprend un peu mieux c'est quoi le thème, c'est quoi l'élément qu'on veut étudier. Et là, on va entrer vraiment dans, je veux dire, le vif du sujet, là, pas que le reste n'était pas le vif du sujet, mais qu'est-ce qu'on fait en ce moment dans la réglementation financière au regard là, des changements climatiques. Et pour faire ça, je veux que vous ayez en tête, c'est certain qu'en ce moment, on ne couvrira pas l'ensemble de tout ce qui touche les services financiers là, sur le plan canadien. On va se concentrer avec notre régulateur au Québec, les activités qui sont régulées là, principalement par l'Autorité des marchés financiers. Donc, gardez ça en tête là, pour la suite là, de la présentation. Puis, on va le faire en deux temps, un peu comme Olivier nous l'a présenté tantôt. On va commencer par aller voir qu'est-ce qu'on retrouve dans le secteur des valeurs mobilières, qu'est-ce que la réglementation prévoit dans ce secteur-là, pour ensuite se tourner davantage vers un autre secteur, j'ai envie de dire, mais c'est celui là, des autres institutions financières, donc assureurs et coopératives de services financiers pour les services qui ne sont pas là, liés aux valeurs mobilières. Alors, si tu le veux bien, Olivier, je te laisse commencer peut-être en nous parlant de tout ce qui touche les émetteurs assujettis et ce qu'on retrouve là, dans le cadre juridique. Parfait, avec plaisir, Cynthia. J'imagine qu'on pourra revenir plus tard en échange avec des points qui Karine a soulevés. Il y a quand même beaucoup de concepts qu'on a lancés. Au blanchiment, double matérialité. Je pense que ce sera pertinent qu'on revienne un peu plus tard. Concentrons-nous peut-être sur l'état actuel de l'encadrement du secteur financier, plus particulièrement des émetteurs assujettis. Premièrement, c'est quoi un émetteur assujetti? Un émetteur assujetti, c'est un émetteur qui a fait un appel public à l'épargne, donc essentiellement une société dont les titres sont négociés en bourse. Ce qu'on appelle des émetteurs assujettis. Au Canada, il y en a plus de 3000 sociétés qui sont cotées en bourse. Je trouve toujours intéressant qu'on comprenne un peu c'est quoi ce portrait, qui sont ces 3000 sociétés cotées en bourse qu'on a au Canada. Il y en a 66 qui ont une capitalisation boursière de moins de 50 millions, 78 qui sont considérés comme étant des émetteurs émergents ou des junior émetteurs, donc des sociétés de petite taille. La moitié des émetteurs inscrits en bourse au Canada sont d'ailleurs actifs dans le secteur des ressources naturelles. Et on est probablement le marché de capital qui est le plus intégré avec notre voisin au sud de la frontière, les marchés américains. Donc, en effet, plus de 70 de la capitalisation boursière canadienne, elle est ce qu'on appelle interlistée. Donc, les émetteurs sont listés sur un marché canadien, mais également sur un marché américain. 70 de la capitalisation boursière, mais uniquement 9 des émetteurs. Donc, ce sont généralement les plus gros émetteurs, évidemment, ceux qui pèsent le plus lourd dans la capitalisation boursière canadienne, qui sont listés également aux États-Unis. Si tu me permets juste une précision. Oui. Dans le fond, quand on parle d'émetteurs assujettis, on parle de plein d'entreprises qui ne sont pas nécessairement, leur core business n'est pas dans le secteur des services financiers. Non. Ce qui les rattache aux services financiers, c'est vraiment le fait qu'ils ont fait un appel public à l'épargne. Donc, c'est pour ça que la réglementation financière, entre en jeu. Encore une fois, c'était pour mes étudiants. Je te laisse aller. Toujours bienvenue cette précision, Cynthia. Donc, c'est quoi une des conséquences d'être inscrit en bourse? C'est qu'évidemment qu'il y a des obligations dites d'information continue pour que les investisseurs puissent prendre, comme je l'expliquais plus tôt en introduction, des décisions d'investissement. Sans rentrer trop dans le technique, on a ce qu'on appelle le règlement 51-102, qui est le règlement qui prévoit les principales obligations d'information continue des sociétés cotées en bourse. Il y a un principe qui est général, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est celui de fournir l'information qui est considérée comme étant importante. Quel est le test applicable sur cette information importante-là? C'est l'information qui, si elle est sûrement importante, si elle était omise ou passée sous silence ou formulée de façon incorrecte, elle affecterait la décision d'un investisseur d'acheter, de vendre ou de conserver le titre d'une société. Il existe dans notre encadrement actuel quand même quelques obligations d'information spécifiques en matière de questions environnementales, sociales ou de gouvernance. Mais règle générale, je le disais, notre réglementation est basée sur un régime de divulgation. Donc, l'émetteur n'a généralement pas autre chose à faire que de divulguer de l'information. Je vais vous donner quelques exemples quand même concrets. Par exemple, quand on regarde le prospectus, qui est ça le document d'offre, donc essentiellement le document pour placer ses titres, le prospectus doit présenter tous les faits de manière complète, véridique et claire.
Donc, par exemple, dans le cadre d'une émission d'une obligation verte, bien, clairement, le prospectus doit indiquer de manière très claire quel est l'usage qui sera fait des fonds ainsi obtenus suivant cette levée de capitaux-là. Dans le rapport de gestion de la notice annuelle, qui sont sur des documents d'information continue, donc un émetteur a l'obligation de déposer à des périodes périodiques un peu étranges, mais de manière périodique à travers son cycle de vie. Quelques exemples, bien, tous les engagements, événements, incertitudes ou risques connus qui peuvent influencer de manière importante la performance de l'entreprise doivent être divulgués. Puis évidemment, bien, ces engagements, événements, incertitudes ou risques peuvent être de nature environnementale. L'impact des exigences en matière de protection de l'environnement sur les dépenses en immobilisation, le résultat net et la position concurrentielle d'une entreprise doivent être également divulgués. De la même manière, les politiques environnementales que l'entreprise a mises en vigueur, qui sont considérées comme étant fondamentales pour ses activités, peuvent déjà faire l'objet de divulgation, et également les aspects environnementaux des différents projets miniers. Il y a également des obligations en matière de déclaration de changements importants. Donc, lorsqu'il y a un changement important qui survient dans l'activité d'un émetteur, celle-ci doit faire l'objet d'une déclaration de manière contemporaine. Puis évidemment, bien, ces changements importants-là peuvent avoir trait à l'environnement ou au climat. C'est l'état actuel. Je pense qu'on s'en va vers une nouvelle réglementation qui clarifie tout ça. Hein? Effectivement. Donc ça, c'est le portrait actuel. Maintenant, il est important de comprendre dans l'univers de la durabilité qu'en novembre 2021, il y a une organisation qui a été créée qui s'appelle l'International Sustainability Standard Board, ou en cours l'ISSB. Donc, l'objectif de l'ISSB, c'est de créer des normes d'information financière relatives au développement durable qui pourront trouver application à l'échelle globale. Ce qui est intéressant de noter, c'est que l'ISSB a été placé sous l'égide de la fondation IFRS. Ça, c'est la fondation qui a créé les normes comptables IFRS il y a plus de 20 ans maintenant, qui sont utilisées dans plus de 140 pays, dont le Canada, y compris le Québec. L'ISSB a publié ses 2 premières normes d'information sur la durabilité dans leur forme définitive au mois de juin dernier, juin 2023. L'OICV, donc, qui est l'Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières à laquelle l'autorité appartient, a invité formellement ses membres à adopter, appliquer ou à être autrement informés par le contenu des normes de l'ISSB. Je disais qu'il y en avait 2, une première d'application générale et une deuxième spécifique liée à l'information sur le climat. Au Canada, on s'est doté d'un penchant canadien de l'ISSB. Il y aura beaucoup d'acronymes, je m'en excuse déjà, mais c'est l'univers dans lequel on est. Le Conseil canadien des normes d'information sur la durabilité, ou le CSSB en anglais. Et son objectif à lui, c'est de travailler en partenariat avec l'ISSB pour favoriser la mise en œuvre au Canada des normes qui ont été développées à l'échelle internationale. C'est un rôle qui n'est pas tant différent que celui des normes du côté comptable et audit. Donc, on a des conseils canadiens pour les normes de comptabilité et pour les normes d'audit qui viennent prendre les normes internationales et les traduire ou les canadianiser, si vous voulez, dans notre contexte à nous qui est propre. J'enchaîne, mais c'est quand même l'information qui est pertinente. Le 13 mars dernier, donc il y a un peu moins d'un mois, le CSSB, donc le penchant canadien, a publié la version canadienne des 2 premières normes de l'ISSB pour consultation. Cette consultation-là, elle a cours en ce moment, et ça jusqu'au 10 juin de cette année 2024, donc pour une consultation de plus de 3 mois. Les parties intéressées concernées ont donc en ce moment l'occasion d'exprimer leur perspective, leur opinion sur la manière dont le Canada devrait mettre en œuvre les normes développées par l'ISSB, IFRS S1 et S2. Techniquement, selon l'échéancier du Conseil canadien, il vise à travailler sur un échéancier qui est accéléré de telle sorte que la version canadienne puisse entrer en vigueur dès le 1er janvier 2025. Ces normes canadiennes, fortement inspirées des normes internationales, seront d'application volontaire tant qu'il n'y a pas une autorité réglementaire, comme l'autorité ou les penchants canadiens, ou par exemple les législateurs, gouvernements provinciaux ou fédéraux, n'auront pas déterminé qui devra obligatoirement appliquer ces normes d'information-là. Juste pour être très clair, nous, en juillet 2023, les ACVM, donc les autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui est ça, l'organisation qui regroupe l'autorité des marchés financiers de chacune des provinces et des territoires au Canada, parce qu'en valeurs mobilières, la réglementation, elle est provinciale. Cependant, on travaille ensemble sous une organisation dite parapluie, qui sont les ACVM. Nous avons confirmé en juin 2023 notre intention d'adopter des normes d'information pour le climat qui seront basées sur celles de l'ISSB/du CSSB.
Puis j'enchaînerai, je vais arrêter là. Sachez que précédemment, les ACVM, on avait envisagé, au moyen de la publication d'un projet de règlement en 2021, la création d'obligations spécifiques d'informations liées aux questions climatiques, qui est à l'époque basée sur les recommandations de ce qu'on appelle le TCFD. Ça faisait suite à plusieurs études, plusieurs rappels, plusieurs avis du personnel sur la manière dont l'information liée au climat, dans le cadre que je vous ai présenté précédemment, était divulguée. On a reçu plus de 131 lettres de commentaires, puis il y a quand même un appui généralisé là, à ce qu'on aille de l'avant avec des obligations plus spécifiques en matière de climat. Ceci étant dit, on avait compris que la majeure partie des parties prenantes nous invitait à ne pas développer en silo, en vase clos, un projet pour le Canada, mais plutôt à s'aligner sur ce qui se développait à l'époque au niveau international ou encore au sud de la frontière de la SEC. Et c'est là où on en est actuellement. C'est donc dire qu'on suit avec grand intérêt la consultation actuelle du CSSB. On va voir les normes telles qu'elles sont développées, puis ensuite, on va pouvoir réfléchir à la manière dont nous, les autorités réglementaires, pourrions exiger de la divulgation qui est conforme à celle-ci. Intéressant. Donc, on est vraiment au niveau des émetteurs assujettis. Ce qu'on vient encadrer pour les changements climatiques, c'est la divulgation de l'information qui serait pertinente sur ce secteur-là. On a déjà, disons, des exigences en la matière. On pourrait les clarifier ou en préciser d'autres dans le cadre de futurs règlements, mais ça serait au niveau, encore une fois, de divulgation. C'est vraiment le cœur de ce qui est sur la table. Le fondement du régime en valeur mobilière, c'est un régime qui est basé sur la divulgation, effectivement. Excellent. Je pense qu'on retrouve un peu la même chose au niveau des fonds d'investissement, Olivier? Oui, bien, autre sujet super intéressant. Puis permets-moi, avant même de rentrer dans les fonds, de peut-être prendre un pas de recul sur qu'est-ce qu'on entend par investissement responsable et durable. Ouais. Et là, on parle beaucoup de climat aujourd'hui. Dans ce segment-là, on va peut-être attraper là, un spectre plus grand d'enjeux qu'on appelle là, les fameux facteurs ESG. Fait que d'abord, la première question, c'est quoi de l'investissement responsable ou durable? Ben, je vais vous décevoir. Je n'ai pas de définition formelle ou universellement appliquée. Donc, je vais vous donner la mienne qui se veut bien simple. Généralement, l'investissement responsable ou durable, ben, c'est une approche d'investissement qui, en plus de tenir compte des critères financiers habituels, va également intégrer dans son thinking, excusez-moi l'anglicisme, des facteurs dits ESG, les fameux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans le choix et la gestion des investissements. C'est quoi ces fameux facteurs ESG-là? Ben, aujourd'hui, on parle de climat. Le climat est un facteur considéré comme un facteur environnemental, mais il y en a d'autres. La pollution de l'air, la pollution de l'eau, la biodiversité, la gestion des déchets, par exemple. En matière de facteurs sociaux, on peut penser à la diversité, au respect des droits humains, aux relations avec les collectivités, aux normes du travail, mais aussi particulièrement dans un contexte canadien, à l'agenda en matière d'inclusion des peuples autochtones et de réconciliation. Puis finalement, les facteurs de gouvernance, ça, j'aime bien le rappeler, ils n'ont rien de nouveau dans l'univers de la finance. Ça fait très longtemps que le secteur financier intègre des considérations de gouvernance dans sa prise de décision. Là, on va s'intéresser plutôt à des questions comme la structure du conseil d'administration d'une société en bourse, cotée en bourse, la structure de son comité d'audit, la rémunération de sa haute direction, l'indépendance de ses administrateurs et, par exemple, ses pratiques en matière de lobbyisme, de contribution politique ou de lutte contre la corruption. Ces facteurs-là peuvent évidemment varier selon les valeurs et les objectifs de chaque investisseur individuel. C'est une approche qui existe depuis de nombreuses années, l'investissement responsable. C'est juste qu'on connaît un essor sans précédent depuis justement la signature de l'accord de Paris en 2015. Et même, je vous dirais, avoir de longues analyses sur pourquoi, mais depuis l'épisode de COVID-19, depuis la pandémie de 2020, il y a un intérêt encore plus marqué pour ces éléments-là. Les différentes stratégies qui peuvent s'appliquer en matière d'investissement durable. Je n'ai pas le temps de nécessairement toutes les expliquer, mais on parlait parfois de filtrage négatif, donc d'exclusion, le fait d'exclure de l'univers des sociétés dans lesquelles tu vas investir certaines industries, par exemple. On va aussi, par exemple, parler d'intégration des facteurs ESG ou encore d'investissement d'impact. J'arrive au fond, si tu me permets, Cynthia. C'est bon, c'est le lien. C'est encore une fois le lien. Le lien parle beaucoup. Les actions des émetteurs assujettis puis les fonds d'investissement. Non, ouais. Mais je pense que tu es la bonne personne sur ce sujet-là, Olivier. Parfait. Premièrement, revenons à la base. C'est quoi un fonds d'investissement? Un fonds, essentiellement, ça peut prendre différentes formes. On peut parler de fonds communs de placement, de fonds distincts, de fonds négociés en bourse. Ce sont tous des types de fonds d'investissement. C'est quoi à la fin de la journée un fonds d'investissement? C'est un fonds qui est constitué de sommes qui sont mises en commun par des investisseurs et qui sont gérées pour leur compte par un gestionnaire de fonds. Puis ces sommes-là peuvent être investies dans différents types de placements, actions cotées en bourse, obligations ou bons du trésor, par exemple. Chaque fonds d'investissement doit présenter ses principaux objectifs de placement à ses investisseurs potentiels.
Il doit aussi décrire sa nature fondamentale ou les caractéristiques qui le distinguent de l'ensemble de l'offre des fonds d'investissement. Donc, si un fonds prend en considération des facteurs ESG, il doit les énumérer très clairement et les détailler dans sa documentation, notamment dans la description de ses objectifs de placement et de ses stratégies de placement. Un fonds d'investissement doit présenter les aspects ESG dans son prospectus et le fonds qui, par exemple, ne mentionne pas les facteurs ESG dans ses objectifs de placement fondamentaux ne devrait pas se désigner ou se présenter comme étant un fonds ESG. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'il y a certains fonds qui peuvent faire des investissements qui semblent, à première vue, contraires à différentes considérations ESG. C'est lié au fait qu'il y a différentes, comme je l'expliquais, stratégies de placement. Donc, ce n'est pas tous les fonds d'investissement, par exemple, qui décident d'exclure nommément certains secteurs d'activité. Nous, ce qu'on s'attend comme autorité des marchés financiers, c'est que le fonds décrive de manière très claire quelle est la stratégie qu'il suit, puis qu'est-ce que ça comprend exactement cette stratégie-là. Et ça, on l'a rappelé au moyen d'un avis du personnel qu'on a publié dans sa deuxième itération il y a un peu plus d'un mois, le 7 mars 2024. On avait publié une première itération au mois de janvier 2022. C'était une première pour l'autorité, pour les ACVM, de donner des indications très claires au marché sur l'information à communiquer par les fonds d'investissement qui se présentent de manière ESG. On avait publié en janvier 2022. 7 mars 2024, on a publié une deuxième édition. Pourquoi? Parce qu'on est venu le bonifier. On s'est rendu compte que c'est un marché qui évolue excessivement rapidement, puis qu'il y a certains phénomènes qui n'étaient pas nécessairement présents en 2022 lors de la publication du premier avis, qui ont émergé, ce qui a nécessité qu'on clarifie encore plus nos attentes à l'attention de l'industrie sur, encore une fois, l'information que les fonds ont l'obligation de divulguer en matière d'enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Très intéressant. Donc, je comprends bien pour tout le volet valeur mobilière, que ce soit les fonds d'investissement, les sociétés cotées en bourse, là, ce qu'on vient de donner, c'est de l'information à l'investisseur pour qu'il puisse, s'il le souhaite, faire des investissements responsables. Oui. Excellent. J'en comprends aussi qu'on n'a pas nécessairement rien qui vient encadrer ou présenter des attentes au niveau de la distribution de ces produits-là. Hein, on pense aux courtiers en placement ou à tout ce qui, une fois qu'on veut distribuer les produits en valeur mobilière, peut-être on retrouve moins d'affaires spécifiques là, qui toucheraient la lutte au changement climatique. Là, ça serait un autre objet de conversation, Cynthia. Mais il y a vraiment des obligations, effectivement, de connaître ton produit, de connaître ton client. Donc, effectivement, tout inscrit en matière de valeur mobilière a l'obligation de bien comprendre quels sont les objectifs de ses clients et également de comprendre l'offre de produits qu'il peut offrir à ses clients. C'est là qu'on pourrait faire le lien, mais on n'a rien de noir sur blanc de spécifique là, qui touche les changements climatiques. C'est ce que je comprends. Il y a des obligations générales Exactement. de connaître son client et de connaître son produit qui s'appliquent à tous les représentants. On a la même compréhension à ce sujet-là. Je vais juste faire le tour de la question. Ça nous amène maintenant à un autre pan. Olivier a déjà glissé un mot là-dessus, qui touche davantage là, les institutions financières qui sont encadrées là, par l'Autorité des marchés financiers. Et encore une fois, vous allez voir, là, je passe la parole encore à Olivier parce qu'il fait un super travail de vulgarisation là, au regard du cadre juridique. Mais inquiétez-vous pas, là, ça s'en vient. Là. Il y aura des échanges là, avec nos autres experts là, qui sont présents. Donc, Olivier, est-ce que tu veux nous glisser un mot sur qu'est-ce qu'on retrouve au niveau des institutions financières là, pour ce qui est vraiment là, du cadre qui vient, je dirais, s'intéresser ou toucher là, les changements climatiques? Oui. Là, pour ce segment, je change ma casquette ou je change mon chapeau. Hein. Comme je le disais, on a un modèle unique au Québec qui est celui d'être un régulateur intégré. Quand on regarde la majorité des juridictions en Amérique du Nord ou à l'échelle internationale, les régulateurs en valeur mobilière et les régulateurs dits prudentiels sont deux organisations distinctes, différentes. Nous, au Québec, on a vraiment un régulateur dit intégré. Donc là, je change ma casquette de régulateur de valeur mobilière pour mettre celle de régulateur prudentiel avec un premier caveat. Mon expertise première à moi est vraiment du côté des marchés de capitaux, des valeurs mobilières. Je collabore avec mes collègues du côté des institutions financières, donc ça me fait plaisir de vous présenter leurs travaux, mais ce n'est pas celui qui mène la charge du point de vue des institutions financières. Donc, en matière d'institutions financières, en matière de régulation prudentielle, l'Autorité a procédé à un sondage dans la seconde moitié de 2021 qui portait justement auprès de l'ensemble des institutions financières assujetties au Québec, qui portait justement sur mieux comprendre quelles étaient les mesures actuellement adoptées par ces institutions financières qui faisaient affaire au Québec pour justement faire face aux risques liés au changement climatique. Les résultats détaillés de ce sondage-là ont fait l'objet d'une publication en 2022, que je vous invite à consulter d'ailleurs. À haut niveau, ça nous a surtout permis de conclure la nécessité d'améliorer puis d'harmoniser les pratiques des différentes institutions financières sur la gestion de leur risque lié au changement climatique.
ce qui nous a emmené à publier au mois de novembre 2023, le 30 novembre, un projet de ligne directrice sur la gestion des risques liés au changement climatique qui va s'appliquer aux assureurs, aux coopératives de services financiers, aux sociétés de fiducie et aux autres institutions de dépôt. Cette consultation publique-là a pris fin au mois de février 2024. Et de manière générale, les attentes de cette ligne directrice-là portent sur divers sujets. On peut notamment penser à la gouvernance, à la gestion des risques, à l'utilisation de scénarios climatiques et de simulations de crise, à la suffisance du capital et des liquidités, au traitement équitable des clients et à la communication d'informations financières sur les risques liés au changement climatique. C'est un peu l'équivalent, si vous voulez, en droit provincial, vous en avez peut-être entendu parler, de la ligne directrice B15 du Bureau du surintendant des institutions financières fédérales, qui, lui, est le régulateur prudentiel pour les banques à charge. Donc, c'est l'équivalent provincial développé par l'autorité de cette ligne directrice-là qui s'applique au niveau fédéral. Ceci étant dit, en plus de porter sur les mêmes attentes, ou des attentes similaires que la ligne directrice au niveau fédéral, on a ajouté au niveau provincial, au niveau du Québec, des attentes spécifiques sous l'angle du traitement équitable des clients. Par exemple, mettre l'accent sur l'importance de la compréhension des produits offerts, la divulgation à l'intention des consommateurs. Ce sont des éléments qu'on ne retrouve pas nécessairement dans le cadre actuellement développé au niveau fédéral. Donc, c'est très intéressant parce que ça vient prendre en considération la relation entre l'institution financière et le consommateur, davantage de ce qu'on parlait tantôt dans le domaine des valeurs mobilières. On a vraiment la transition vers la distribution du produit ici. Là. On voit qu'il y a cette préoccupation-là là, dans la ligne directrice. Donc, je trouve ça, je le souligne parce que je trouve que c'est quand même intéressant. Là, ça offre un portrait plus complet. Mais merci beaucoup, Olivier, pour ce tour d'horizon-là. Et là, je veux me tourner vers Valérie d'abord parce que je veux voir un peu. Pour vous, c'est parce que vous êtes visé là, par cette politique-là là, qui s'en vient, là, donc le projet là, de ligne directrice. Comment on le prend comme institution? Qu'est-ce qu'on fait avec ces politiques-là? Puis est-ce qu'on va plus loin? Vous n'avez glissé un mot tantôt, mais j'aimerais ça savoir plus. Oui, bien, en fait, puis tu sais, Olivier l'a bien dit, présentement, c'est beaucoup des projets qui sont en consultation. Outre B15, la ligne B15 qui vient de mentionner, Olivier, qui ne s'applique pas à IA. Tu sais, moi, chez IA, dans le fond, vous avez compris de par ce que j'ai décrit qu'on faisait, on va avoir la ligne du côté assureur, Olivier, donc je vais avoir la ligne directrice sur les changements climatiques de l'AMF. Et je vais avoir le 5107 qui était mon pendant de CSSB. En tout cas, je sais que ça, dans le fond, il faut comprendre. Ça s'applique aux émetteurs assujettis. Il faut comprendre que présentement, on a des normes internationales qu'on est en train de descendre au Canada qui vont se refléter vers 5107 qui ne sont pas encore en vigueur. Ce qu'on a fait des institutions financières comme IA Groupe Financier, c'est qu'on a décidé de déjà débuter des divulgations de par le fait qu'on voulait prendre action. Fait qu'on a pris des cadres qui existaient déjà à l'international, puis on a commencé des divulgations depuis quelques années. Fait que je prends l'exemple d'IA. Depuis quelques années, on divulgue un rapport annuel sur ce que Olivier a appelé le TCFD. Donc, c'est un cadre réglementaire, en fait, qui existe déjà. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, il est obligatoire. Donc, on est obligé de divulguer en vertu du TCFD. Et nous, le GIFCC, là, si vous voulez en français, le groupe de travail sur l'information financière relative au changement climatique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on divulgue en vertu de ce cadre-là depuis quelques années. C'est un cadre, dans le fond, qui permet de divulguer sur la gouvernance, la stratégie, les risques, les indicateurs des objectifs. Puis, ça fait en sorte qu'on le fait volontairement. Donc, vraiment, il n'y a rien qui nous oblige de le faire, mais parce qu'on voulait prendre action et qu'on voulait débuter des divulgations, bien, on a commencé à le faire. Techniquement, le GIFCC, je ne veux pas trop faire c'est Olivier le meilleur quand il vient vulgariser toutes ces lois-là. Mais en fait, là, le GIFCC, le TCFD, s'est dissous en octobre dernier. Il va faire place à justement IFRS S2 qu'on a. Donc, on va voir là, comment que ça va changer dans le futur pour une compagnie comme IA. Mais je pense que c'est important de comprendre qu'il y a déjà des institutions financières qui ont décidé de s'approprier des cadres, dans le fond, pour pouvoir déjà divulguer. Donc, indépendamment de ce qui se passe au niveau réglementaire, il y a déjà des actions qui sont posées au niveau des institutions financières. Moi, j'ai envie de poser une question, Olivier. Dans la mesure où on a des actions volontaires en ce moment, est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin dans la réglementation? Ben, c'est une question super intéressante. Cynthia. Non, mais je pense Je vais être bref pour laisser Karine qui, je pense, veut réagir à cette question-là. Mais c'est justement, ça me permet là, de revenir là, sur certains éléments que j'ai expliqués. À l'heure actuelle, il y a des obligations générales. Hein, comme je vous ai expliqué en droit des valeurs mobilières, divulgue si tu fais face à des risques importants. Ça, c'est cute, c'est beau, là. Mais ça reste à l'émetteur assujetti d'interpréter
selon lui, ça veut dire quoi un risque important? À travers les différentes années, les ACVM, depuis 2010, on a publié des attentes, des lignes directrices en valeur mobilière qui visaient à porter une attention, à inciter les émetteurs à, écoute, le climat est probablement un risque important pour toi. Si tu considères que c'est un risque important pour toi, voici la divulgation qu'on s'attend d'avoir. Ça, c'est l'univers actuel que Valérie vient de décrire où on est somme toute dans l'adoption de cadres dits volontaires. Justement, on est en train de balancer de cadres d'adoption volontaire vers des cadres obligatoires. Et pourquoi? Là, je ne vise absolument pas aucun émetteur, mais évidemment, ce qu'on s'est rendu compte avec l'application volontaire de ces cadres-là, c'est que généralement, l'information liée au changement climatique ne pouvait s'avérer être incomplète, pas suffisamment uniforme et souvent pas suffisamment comparable. Généralement parlant, les émetteurs de manière volontaire choisissaient d'avoir plus d'informations de nature qualitative que de quantitative. Donc, on se rendait compte qu'on n'était peut-être pas en présence suffisante d'évaluation quantitative des impacts liés au climat. Évidemment, les émetteurs pouvaient sélectionner eux-mêmes, si vous voulez, l'information à communiquer, faire un peu de cherry picking. Je prends un bout de ce cadre-là, un autre bout de cet autre cadre-là. Et généralement parlant, l'information sur la durabilité se faisait un peu en vase clos par rapport aux autres processus d'information continue. Donc, c'était par exemple les départements affaires publiques, ESG, durabilité, qui s'occupaient de l'information liée au climat dans un contexte volontaire, alors que les états financiers, eux, sont préparés par d'autres départements, puis il y a des objectifs de certification. Donc, la responsabilité des dirigeants est engagée sur l'information de nature financière. Donc, c'est justement tous ces enjeux-là qu'on est en train de vouloir adresser en passant d'un univers de divulgation volontaire à un univers de divulgation obligatoire au moyen d'un cadre beaucoup plus précis, beaucoup plus spécifique, comme celui de l'ISSB/du CSSB dans un contexte canadien. Karine? Oui. Ah, je ne fais plus. Je la sens, là. Par où commencer? Juste pour appuyer ce qu'Olivier vient de dire par rapport à la nécessité de règles obligatoires versus volontaires, absolument. En fait, ce qu'on voyait à l'international, à mesure que ces enjeux-là deviennent plus saillants, et là, moi, j'utilise le mot émetteur différemment. Dans mon monde, un émetteur, c'est quelqu'un qui émet des gaz à effet de serre. C'est bon, des fois assujetti au système de plafonnement des émissions. Ce qu'on voyait, c'est que je vais y aller plus crudement, l'industrie fossile, quand dans un cadre volontaire, s'est mis à divulguer de moins en moins d'informations, justement parce qu'ils se rendaient compte que c'était important et matériel, et pas juste dans le risque climatique est important pour moi, donc je dois en parler, mais plus si je dis vraiment ce que je fais, il y a plus de chances que je me fasse poursuivre et que ce que je divulgue soit utilisé en preuve. Donc, on a vu un recul à ce niveau-là, d'où l'importance d'avoir vraiment une règle qui s'applique à tous et que ces règles soient rigoureuses. Et c'est là peut-être que là, on n'est plus d'accord. L'ISSB, et là, peut-être que je me trompais, de mémoire, parmi les premiers projets de normes qu'ils avaient proposés, il y avait la double matérialité, de regarder quel est l'impact de l'institution sur le monde. Et à travers les projets et les consultations, on s'est retrouvé avec de la simple matérialité. Si je veux essayer de faire simple, de ce que je comprends du monde global, il y a l'Europe qui veut aller vers la double matérialité, qui sont les plus ambitieux dans tous les secteurs de l'économie, doivent faire leur part pour atteindre nos objectifs climatiques et maintenir un climat stable. L'Asie semble aussi ambitieuse. L'Amérique, nous, on joue le rôle de « ouf, non, on peut-tu niveler vers le bas un petit peu? » Donc, pour ma part, j'ai un peu l'inquiétude que le pan canadien du ISSB va avoir comme rôle de diluer davantage une norme qui, au moins du côté des activistes climatiques, n'est pas suffisante. Mais c'est une crainte que tu as. C'est pas dit que ça va être ça, là. Non, mais toute l'expérience passée qu'on a nous semble nous indiquer qu'on s'en va dans cette direction-là. En fait, j'ouvrirai cette boîte de Pandore à notre lunch après. On parlait tantôt là, que la norme sur les institutions financières du Québec est un peu le pendant du B15 au niveau fédéral. Là-dessus, le commissaire à l'environnement et au développement durable a fait une analyse de cette norme-là et a dit ça va peut-être aider à gérer le risque pour les institutions financières, mais ça ne va rien faire pour nous aider à atteindre nos objectifs puis à faire la transition. J'anticipe un argument qu'on me dit, mais ce n'est pas notre mandat de faire ça. Il y a d'autres régulateurs à l'international qui ont
pris une interprétation plus large de leur mandat. Si ton mandat, c'est la stabilité du système financier, il ne peut pas demeurer stable avec un climat instable. C'est impossible. C'est juste prendre compte de la réalité humaine sur Terre. Et si, dans ton mandat, tu as la confiance des consommateurs et qu'en ce moment, on n'a pas de définition claire de c'est quoi un investissement durable et que l'éco-blanchiment est systémique, bien alors peut-être d'avoir des normes plus claires sur qu'est-ce qu'un véritable plan de transition, qu'est-ce qu'on doit divulguer autour de ça, fait partie du mandat. Donc, nous, on pense que ça fait déjà partie du mandat des régulateurs s'ils avaient une perspective un peu plus large sur ce que leur mandat est. Mais pour ne pas prendre de chance, on écrit un projet de loi qui le rendrait obligatoire et sans équivoque. Je vais prendre, je peux laisser Olivier répondre, mais c'est juste d'un point de vue, parce que c'est un peu mon dada d'étudier le rôle du régulateur. Alors, je prends 2 secondes, mais il faut dire qu'en ce moment, avec la façon dont le rôle est défini, là, je vais parler de l'autorité parce que c'est le bout que je connais le mieux, et la façon dont c'est interprété par les tribunaux de façon importante et par la doctrine, on ne peut pas rejoindre cette idée-là que leur rôle est, selon moi, à ce point étendu. Je ne dis pas que ça ne devrait pas l'être, qu'on se comprenne. Je dis qu'en ce moment, de la façon dont c'est rédigé, cet argument-là, je pense, au Québec, il ne tient pas pleinement. Mais bon, ça, c'est pour peut-être... Là, on parle du problème d'un système juridique qui est basé sur des précédents alors qu'on fait face à un problème sans précédent. Je comprends, si on est toujours cadré dans le précédent, on n'arrivera nulle part. Puis il n'y a aucune institution dont le mandat principal est de régler ce problème-là. Puis je dirais, le problème du droit environnemental, c'est qu'on vient essayer de gérer la conséquence de quelque chose qui a déjà été tout pensé selon d'autres règles. D'où maintenant l'importance d'aller au cœur de comment ces règles fondamentales-là sont faites et que le climat soit une des considérations principales. Et pour juste une autre preuve du fait que ce qu'on a à date n'est pas assez loin, il y a l'organisme Bloomberg qui fait un rapport annuel. Selon l'Agence internationale de l'énergie, pour atteindre nos objectifs climatiques, il faudrait que les investissements dans les énergies fossiles versus renouvelables soient un ratio, d'autre bord, renouvelable versus fossiles, soit 4 pour 1. 4 fois plus dans les renouvelables pour chaque dollar investi dans les énergies fossiles. Sur le décompte, sur 100 institutions financières, les banques canadiennes se retrouvent tous dans le dernier tiers et en général, on n'arrive même pas à 1 pour 1. Donc, on n'a même pas, pour chaque dollar investi dans les fossiles, un dollar investi dans les renouvelables. Okay. Je vais arrêter pour là. Ben oui, non, mais c'est intéressant, mais je veux juste on va revenir sur ce sujet-là parce que dans quelques instants, on va parler de l'avenir. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire, mais moi, ce que je vois, puis là, je me tourne juste pour une réaction vers Valérie, mais ce que j'entends un peu de ce que nous dit Olivier, puis même dans une certaine mesure, Karine, c'est ce qu'on va mettre en place, dans le fond, c'est des normes peut-être plus claires, et peut-être que dans l'industrie, ça va permettre de mettre les joueurs sur un même niveau. Alors peut-être qu'en ce moment, il y a des meilleurs élèves que d'autres, alors peut-être que ça va ramener tout le monde. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que ça peut avoir cet effet-là? Ben, oui, mais tu sais, je pense encore qu'il y aura toujours je regarde, on a tous des objectifs de faire mieux. Fait que pour moi, ça va jeter les bases. Puis, sans mettre le même niveau, il va quand même falloir, ceci étant dit, faire attention à la taille et à la géographie on en parlait tout à l'heure, là, mais je pense qu'il y a quand même, si on veut avoir une capacité d'innovation d'une entreprise, c'est pas tout le monde qui a les mêmes moyens. Mais bon. Ben, allons-y tout de suite. On va en parler qu'on est dedans. On va parler tout de suite puis on va commencer avec ça, si tu veux. Avant d'aller dans la proposition de solution, peut-être avoir en tête, parce qu'on a déjà abordé la question, les limites de la réglementation financière. Évidemment, puis j'entends bien, Karine, quand tu me dis qu'il faut voir les choses autrement pour être plus atteindre nos objectifs. Puis, est-ce que la question, c'est de se demander, est-ce que l'outil, c'est la réglementation financière? Il y a clairement une lutte au changement climatique. Je pense que, parce que presque tout le monde s'entend à ce sujet-là. Maintenant, c'est quoi le meilleur des outils pour se rendre? Puis c'est ça qu'on peut se demander peut-être avant d'aller plus loin dans les propositions. C'est quoi les limites? T'en évoquais un peu quand même, Valérie. Il y a une question aussi, puis des fois les gens ne pensent pas ça, mais il y a une question de gestion du modèle d'affaires et des capacités là, de notre industrie. Là. Oui, tout à fait. Ben, puis c'est pour ça, c'est parce que les limites, pour moi, c'est ce qu'une entreprise décide de mettre en action, en fait. Là. Mais ceci étant dit, je trouve que en ce moment, le gros enjeu, il y a beau avoir de la réglementation, c'est qu'il faut sensibiliser nos parties. Puis là, je sais qu'on avait eu des discussions à l'interne, puis parce qu'on avait aussi, on voulait parler de gouvernance, puis on avait dit, ben, je pense que ça prendrait un expert en tant qu'administrateur sur... Puis moi, ce que je dis à ça, ben, c'est qu'en ce moment, là, c'est important de sensibiliser nos gens. Il faut que je sensibilise en ce moment mes administrateurs collectivement à vraiment comprendre c'est quoi une stratégie climatique, c'est quoi des cibles, poser les bonnes questions, avoir les bons joueurs qui comprennent bien ça. Puis je pense que la réglementation, c'est super, elle va tenir compte de ça, mais ceci étant dit,
c'est ça, j'ai comme quand même un malaise à voir comment je dirais ça, la réglementation, va falloir faire attention aussi à ce qu'elle ne change pas partout d'un pays à l'autre. Une certaine uniformité. Une certaine uniformité, parce que, tu sais, moi, je fais affaire au Canada, aux États-Unis. On l'a vu, là, on en a parlé vite tout à l'heure. Les États-Unis, on ne s'enligne pas exactement pareil. Comment je fais pour rester compétitif, pour avoir des bons comparables? Donc, c'est toutes des choses qui, pour moi, la réglementation est là, mais ça va au-delà de ça. C'est intéressant. Puis je reprends sur un élément, puis on reviendra sur le reste tantôt. Le fait qu'on veut former et sensibiliser les membres au sein de votre direction, de la gouvernance et même peut-être plus largement les employés. Est-ce que tu penses que la réglementation peut être un outil pour ça ou il faut le voir en parallèle comme deux choses qui vont se compléter? Bien, ça peut être un outil dans le sens où c'est sûr qu'en ce moment, je vais voir mes gens puis je dis écoutez, la loi s'en vient, là, j'ai pas le choix. Fait que voici. Fait que tu sais, j'ai pas le choix de faire un peu découvrir la performance extra-financière. Moi, c'est le même que je l'appelle. Tu sais, Olivier, tantôt, a parlé de j'ai un blanc de comment tu l'as dit, mais tu sais, moi, en ce moment, là, mon institution financière, elle pousse des données financières. Fait que tout est centralisé pour que je puisse fournir des rapports annuels, que je puisse fournir des états financiers consolidés. Fait que là, j'ai un gros travail de temps parce que là, présentement, pour moi, de la performance extra-financière, c'est que là, je vais chercher mes gens de TI. Je leur demande combien d'impressions j'ai faites cette année papier. Je vais aller voir mes gestionnaires d'immeubles. Combien j'ai mes factures d'électricité, c'est quoi ma consommation d'énergie cette année pour vraiment comprendre quelles étaient mes émissions de GES cette année, mes voyages d'affaires de tous mes employés. Fait que j'ai à sensibiliser tout ce monde-là pour qu'ils comprennent pourquoi je vais avoir besoin de ça en leur disant, by the way, ça va être obligatoire, tu n'auras pas le choix de me fournir. Là, il faut que je trouve des outils technologiques aussi qui vont me permettre de tout centraliser cette information-là. Donc, c'est pour ça que je dis, j'ai même mes actuaires, il faut que je leur comprenne bien c'est quoi des risques climatiques pour bien, après ça, que je le mette dans des scénarios climatiques. Fait que, bref, c'est comme plein de choses qui... Il y a comme un changement de paradigme au sein de vos institutions. Il faut passer du focus seulement financier à financier, mais il faut ajouter tout ce qui touche l'extra-financier. C'est intéressant. Peut-être pour continuer là-dedans, Olivier, dans les limites, tu sais, là, on a entendu Karine, bon, j'ai mis mon grain de sel, j'ai pas pu m'en empêcher, mais tu sais, pour toi, c'est quoi les outils que vous avez, l'autorité, en ce moment, là, avec la régulation financière? Là? Ouais. C'est sûr que d'une baguette magique, vous ne pouvez peut-être pas tout faire. Là. Effectivement, plusieurs éléments. Allons-y pas par pas. Peut-être rapidement, là, toujours dans un souci là, de vulgarisation, Karine a fait référence plutôt au greenwashing ou à l'éco-blanchiment. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec cette notion-là, mais je me permettrais peut-être de l'exposer un petit peu pour qu'on s'assure de bien comprendre ce qu'on entend par greenwashing et éco-blanchiment. On l'entend de plus en plus dans le discours, dans le débat public et pas uniquement dans le contexte du secteur financier. Qu'est-ce qu'on entend par éco-blanchiment ou greenwashing en anglais? C'est essentiellement des efforts, le fait que des efforts ou les données d'une entreprise en matière ESG sont exagérées, embellies ou déformées. Donc, on va parler également d'un décalage qui est possible entre les attributs durables présentés par un produit ou un service et sa réelle performance en termes de durabilité. Si je reprends très concrètement l'exemple des fonds d'investissement, et c'est comme ça qu'on le définit dans le cadre de l'avis dont je parlais un peu plus tôt, c'est que ce serait du greenwashing, de l'information ou la publicité d'un fonds qui va induire volontairement ou pas les investisseurs en erreur au sujet des aspects liés aux facteurs ESG du fonds d'investissement. Donc, c'est ça la notion de greenwashing. Karine a aussi fait référence, avant que je réponde directement sur les limites, à la notion de simple ou de double matérialité. Ça peut devenir parfois rapidement là, cryptique. Donc, vous êtes super, là, si vous avez tout suivi. Là, ça permet un pas de recul là, pour définir c'est quoi la matérialité, c'est quoi la simple, c'est quoi la double. La matérialité dans notre jargon là, très financier ou très peu de finances durables, parce que ça, c'est la simple et la double, c'est un des principaux débats philosophiques en ce moment dans cet univers-là. Ce qu'on entend par la durabilité, la matérialité, pardon, c'est un peu le tamis qu'on va utiliser ou le critère d'inclusion de l'information dans un rapport d'entreprise. Donc, avec quel angle, quel prisme on inclut ou pas une information dans la divulgation d'une entreprise. Je vous ai parlé plutôt de la matérialité simple ou de la matérialité financière. Ça, ce qu'on entend par là, c'est qu'une question de durabilité va être considérée comme étant importante en vertu de cette matérialité-là si elle déclenche ou peut déclencher des effets financiers sur l'entreprise. Donc, c'est le cas, par exemple, lorsque une question de durabilité va générer ou peut générer des risques, mais aussi des opportunités qui vont exercer une influence importante ou matérielle
sur les flux de trésorerie, la performance, la position de l'entreprise, son coût de capital, son accès au financement à court, moyen et long terme. Cette information-là, la matérialité financière, elle est utile à la prise de décision d'investissement. Elle est utile aux créanciers, aux prêteurs et aux investisseurs. Quand Karine parle de la double matérialité, c'est qu'on vient ajouter un prisme additionnel à la matérialité financière, la matérialité dite d'impact. Donc, on prend la simple matérialité, la matérialité financière, on ajoute la matérialité d'impact, on passe à la double matérialité. La matérialité d'impact va donc s'intéresser aussi à l'impact réel ou potentiel, positif ou négatif, qu'une entreprise va avoir sur son environnement externe. Donc là, on ne s'intéresse pas juste à comment des événements externes affectent une entreprise, mais comment une entreprise affecte, elle, par son action, des événements externes. Généralement parlant, en matière de double matérialité, la divulgation sur la double matérialité va intéresser un public beaucoup plus large que les seuls investisseurs. Elle va être adressée à l'ensemble des parties prenantes, donc aux investisseurs, mais aussi aux clients, aux fournisseurs, aux employés puis à la société civile. Ce qui m'emmène aux limites, si on veut, de l'encadrement du secteur financier. Bien, vous le comprendrez. Hein? J'adore comment Karine l'emmène avec plein de passion. Malheureusement, moi, comme régulateur du secteur financier, je réglemente l'information utile à la prise de décision d'investissement. Donc, je n'ai pas le mandat de forcer les entreprises à divulguer de l'information qui est jugée pertinente pour les clients, les employés, les fournisseurs de cette entreprise-là. Quand on parle du débat en Europe, qui est super intéressant, il faut comprendre qu'en Europe, l'agenda en matière de finances durables, il est mené par la Commission européenne. Sans faire un cours de droit comparé Canada-Europe, la Commission européenne, généralement, c'est l'équivalent du pouvoir exécutif. C'est le gouvernement supranational de l'Europe. Donc, évidemment, les législateurs, les gouvernements ont tous les outils à leur disposition, beaucoup plus que moi, comme régulateur du secteur financier, qui doit appliquer les lois telles qu'elles sont actuellement en vigueur. C'est là où, justement, Karine, des initiatives comme tu as menées au niveau fédéral qui visent à faire adopter des projets de loi, vont être en mesure, si un jour ces projets de loi-là sont adoptés, de changer les outils dont je dispose comme régulateur du secteur financier. Fait que je termine. La limite, puis je suis très clair là-dessus, je ne m'en cache pas, elle est claire, la limite de la réglementation du secteur financier. C'est que moi, je peux exiger de la divulgation. Je n'ai pas les outils à l'heure actuelle, dans le cadre actuel, comme tu l'as bien expliqué, Cynthia, d'exiger la réduction des GES de qui que ce soit. Je ne suis pas un régulateur environnemental, je suis le régulateur du secteur financier. Ce que je peux faire, c'est d'imposer des obligations d'information aux différentes entreprises pour que leurs investisseurs puissent comprendre quels sont les risques et les opportunités auxquelles ils font face en investissant dans ces entreprises-là. Donc, ça prendrait, juste avant de te passer la parole, ça prendrait carrément quelque chose qui vient du gouvernement, là, je vais parler québécois là, aux fins qui nous concernent, qui ouvrirait la porte à ça, qui vous donnerait les outils pour le faire, pour aller plus loin. Je te donne un autre exemple très, très concret. Quand on regarde justement les juridictions les plus à l'avenant à l'échelle internationale, l'Europe, le Royaume-Uni, même l'État de la Californie, donc pas l'État fédéral américain, mais l'État de la Californie, on réfléchit de plus en plus à imposer des obligations de divulgation sur les entreprises aussi à capital privé. Donc, de plus en plus, face aux risques liés au changement climatique, on se dit justement, on devrait créer des obligations d'information continue, pas uniquement pour les sociétés qui sont cotées en bourse, mais également pour les sociétés à capital privé qui sont importantes et qui sont émettrices au sens de Karine d'émetteurs. Je peux avoir une perspective bien personnelle, est-ce qu'il faudrait le faire ou pas le faire? Encore une fois, c'est les limites. Moi, comme régulateur en valeur mobilière, je n'ai pas les pouvoirs. On pourrait les chercher très longtemps d'imposer quoi que ce soit aux entreprises à capital privé. Moi, je me concentre, mes habilitations sont concernant l'information des sociétés qui sont cotées. Je te laisse répondre rapidement, puis après, on va passer peut-être au... Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans un monde parfait où on a tous les pouvoirs? Là, on continuera le débat autour du lunch sur avez-vous le mandat ou pas, mais je voudrais juste rappeler que le commissaire à l'environnement et au développement durable du Canada a dit que le BCIF avait une interprétation trop restreinte de son mandat. Fait que ça veut dire peut-être qu'une interprétation plus large est possible. Et là où peut-être, mais sinon, je suis tout à fait d'accord avec toute l'explication. Là où mon scepticisme ne vient pas juste du fait que j'aime le climat, mais dans une vie antérieure, moi et Cynthia, on était stagiaires dans un grand bureau et une des choses que j'avais dû faire dans mon stage, c'est écrire un mémo de plus de 100 pages sur qu'est-ce que de l'information matérielle quand c'est un peu plus qualitatif. Et au bout de 100 pages, j'en suis venue à dire, c'est du n'importe quoi ça.
flip un 25 sous, tu as autant de chances à peu près de savoir faut-tu le divulguer ou pas. Ça devient une question de jugement, selon moi, selon la recherche que j'avais faite dans ce temps-là. Et donc, j'ai un scepticisme fondamental. Et je vais donner juste un exemple. On dit, cette information-là, si elle n'a pas d'incidence financière, je n'ai pas à demander de la divulguer. Toute l'information sur la durabilité, sur l'impact sur le monde, c'est souvent l'information qui peut, admettons, donner lieu à des litiges. Surtout pour les producteurs pétroliers. J'ai parlé de 30 causes aux États-Unis. C'est de ça que je parle. Et le risque de litige, c'est un des risques liés au climat qui est le moins bien compris. Il y a une étude d'Oxford qui a carrément dit on navigue à l'aveuglette. Donc, on parle d'une information qui peut être extrêmement utile pour générer un litige qui va coûter des milliards, pour une incidence financière, mais on trouve que cette information-là n'est pas importante au niveau financier. Encore une fois, je reviens je pense qu'on a des œillères un peu trop limitées. OK, bien, allons-y tournons-nous d'abord vers des solutions. On a bien identifié le problème, je pense. Vers quoi si, par exemple, dans un monde où nos gouvernements, là, on sort du régulateur, là, je ne vise pas Olivier et l'autorité, plus largement, qu'est-ce qui pourrait être fait qu'il n'y avait pas de limite à ce que peut faire la réglementation pour poser des actions qui amènent une vraie lutte au changement climatique? Est-ce que tu as des propositions? On a déjà parlé de la double matérialité. Je t'amènerais peut-être par tout ce qui touche entre guillemets, la gouvernance climatique. Qu'est-ce qui pourrait être mis sur la table? En fait, j'inviterais tout le monde à aller lire le projet de loi sur la finance alignée sur le climat, le projet de loi S243, parce que ce que je vais établir est tout dedans. Premièrement, mettons, quand on parle, du devoir de fiduciaire des dirigeants, nous, on est venu dire, il y a des gens qui disent qu'il faut déjà divulguer et gérer l'information, gérer le risque climatique et divulguer de l'information à cet égard-là. Nous, pour s'assurer qu'il n'y ait aucun flou, on crée un devoir prépondérant d'intérêt public pour que tous les administrateurs d'entreprises doivent considérer l'alignement sur les engagements climatiques avant de considérer le profit aux investisseurs. Fait qu'on tourne le capitalisme à l'envers. Et là, ça serait, juste pour qu'on comprenne bien son ancrage dans l'industrie des services financiers, ça viserait l'ensemble des émetteurs assujettis, incluant les institutions financières qui sont des émetteurs assujettis. Est-ce que je comprends bien? Oui, c'est un projet de loi fédéral, oui. Mais donc c'est ça. Pour ce projet de loi-là, c'est banque, assurance. Parfait. Mais on pourrait, dans un autre monde, on pourrait avoir un pendant qui arriverait au Québec, qui aurait la même. Okay. Et toutes les entreprises incorporées au fédéral. Je vais mettre mon chapeau de professeur de droit des sociétés par action. Je soulignerais qu'il y a quand même plusieurs enjeux. Il y a beaucoup de pistes de réflexion, disons, que ça soulève, là, ces éléments-là. Mais j'entends ce que tu dis, donc de vraiment devenir ciblé puis de venir faire porter un certain fardeau directement sur les épaules des conseils d'administration et des administrateurs. Exact. Donc c'est une piste de réflexion. Ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? On pourrait aligner les missions, les mandats des régulateurs financiers avec les engagements climatiques. Donc, on aurait pu cette discussion sur le mandat d'Olivier, il n'y aurait juste pas le choix. Le projet de loi aussi. C'est lui. Non, c'est pas moi, je personnalise, mais je sais que c'est pas toi. Je pense qu'on est d'accord sur le fond. Non. Je réagirai ensuite. Au niveau de quelle information serait divulguée, là-dessus, j'avancerais que je pense que ce qu'on a proposé dans le projet de loi est plus simple que ce qui est exigé de vous en ce moment. Parce que, tu sais, combien de papiers vous imprimez, je suis pas sûre que c'est ça qui va vraiment avoir un impact sur le sort du monde. Est-ce que vous assurez des projets de pipeline? Est-ce que vous assurez des grands émetteurs dans les combustibles fossiles? C'est ce qu'on appelle les émissions d'étendue 3. Dans le domaine financier, c'est les émissions financées, les émissions facilitées ou les émissions assurées. Et donc, ce que le projet de loi demande, c'est pas forcer une compagnie à atteindre des objectifs, mais c'est de forcer la divulgation de l'information qui a trait à son plan de transition, à l'action qui est prise, pas juste sa gestion de risque. On exige que des gens sur les conseils d'administration aient une expertise en matière de climat pour qu'on ait ce choc des idées là, dans plusieurs salles à travers le pays. On a inventé une nouvelle règle, je pense une première mondiale, qui évite les conflits d'intérêts. Donc, ce serait plus possible pour des dirigeants d'entreprises dans le secteur des combustibles fossiles d'être sur les conseils d'administration d'institutions financières canadiennes, qui est un problème qu'on a particulièrement au Canada. Là, il y a beaucoup de... C'est un petit milieu. Oui.
Et c'est ça. Donc, beaucoup de banques et beaucoup de fonds de pension ont sur leur conseil d'administration des gens issus de l'industrie fossile qui, selon nous, sont autant dans un conflit d'intérêts face à la lutte au changement climatique que l'industrie du tabac l'était pour la santé de nos poumons. Dans le fond, ce que tu nous parles en ce moment, là, moi, je vais le mettre dans d'autres mots, mais je pense que je vais rejoindre ton idée, c'est que tu es à la recherche d'une plus grande intégrité climatique. Oui. Si tu parlais du devoir de loyauté, là, tu parles des conflits d'intérêts. Je ne sais pas si ce que tu proposes peut effectivement prendre forme dans un contexte là, je vous le disais, moi j'ai mon biais de droit des sociétés. Là. Donc, je mets un bémol, mais j'entends l'idée derrière. Ce qu'on recherche, c'est une certaine intégrité climatique. Là. Après, tu parlais de l'alignement des produits. Puis peut-être compléter avec l'idée que Valérie a soulevée de formation. Toi, tu parles de l'expertise au sein des conseils d'administration, donc d'avoir quelqu'un vraiment qui a ce bagage-là. Donc, de l'imposer. Ça aussi, ça soulève d'autres enjeux, mais ça rejoint le point de former les gens. Ouais. Donc, de sensibiliser les gens qui sont présents. Est-ce que tu avais autre chose? Sinon, je vais ouvrir tranquillement vers la période de questions. Peut-être juste conclure. Effectivement, oui. Dans le fond, l'arrêt BCE, là, on refait ça nous autres. Puis dans le fond, c'est qu'en ce moment, l'état du droit, puis corrige-moi si je me trompe, l'environnement, le climat est une des considérations que peut inclure le conseil d'administration d'une entreprise. Quand on faisait le projet de loi, on s'est posé la question, est-ce qu'on va juste mettre droit? Mais on a dit non, on dit on fait un nouveau devoir prépondérant parce que c'est, selon nous, la crise climatique, pour moi, c'est pas juste un enjeu ESG. C'est pas faut mettre des femmes sur le conseil d'administration et il y a le climat. Ça, c'est une crise existentielle. C'est notre existence qui est en jeu. Mais c'est d'en venir à dire on change la règle numéro 1, du moins peut-être pas telle qu'elle est écrite, mais telle qu'elle est comprise dans le marché. Le devoir numéro 1 de l'administrateur, c'est plus de maximiser le profit à court terme. Je sais que c'est pas ça que la règle dit, c'est comme ça qu'elle a été interprétée, mais c'est de respecter les limites planétaires et ensuite de faire du profit. Mais comme je dis, c'est intéressant, c'est une piste de solution. Ça a quand même, on a déjà eu la chance d'en parler en privé, ça a quand même ses limites, je pense, sur le plan du droit des sociétés. Puis non, mais on change le droit, là. Effectivement, mais il y a, en tout cas, objet pour un autre midi-causerie, mais je pense qu'il y a quand même une grande réflexion à avoir. Puis on voit que c'est pas simple. Hein, ça va m'amener à ma conclusion. C'est pas simple parce que les changements climatiques sont pas en vase clos, puis l'industrie des services financiers, c'est pas en vase clos non plus. Donc, ça nous amène à devoir prendre en compte différents éléments. Là, évidemment, on est tous des juristes autour de la table, donc on a cet élément-là de le droit et les autres branches du droit. Là, moi, je pensais au droit des sociétés par action, mais il y a beaucoup d'autres éléments qui sont à prendre en considération pour être capable de faire atterrir des solutions qui vont collectivement nous amener là, à faire des pas de plus là, dans la lutte au changement climatique. Mais je vous disais qu'on avait des intervenants qui allaient nous offrir un tour d'horizon différent et complet. Alors, je pense que sur ce point-là, c'est définitivement une mission accomplie à tous les trois. Moi, je vais essayer de vivre d'espoir pour terminer avant de prendre les questions. C'est que je pense, je partage une réflexion avec vous. On l'a déjà dit, c'est pas simple. Ça a été bien illustré. Tout le monde n'a pas les mêmes points de vue. Hein? On l'a bien illustré aussi, encore une fois, aujourd'hui. Mais il y a une chose qui est certaine, il y a un objectif qui est commun, qui est vraiment, je vous le disais, d'aller vers la lutte au changement climatique. Et je vois qu'on a des outils, on a la régulation financière, avec ses limites, certes, mais on a des outils. Moi, là où je vois une lueur d'espoir, peut-être que je suis un petit peu lunette rose, mais c'est de voir que les entreprises, en ce moment, dans le secteur des services financiers, il y a des bons joueurs. Évidemment, c'est peut-être pas tout le monde, mais il y a des bons joueurs qui vont plus loin. Alors, il faut peut-être voir là de l'espoir de se dire que si les joueurs vont plus loin, c'est peut-être de l'inverse, la réglementation va suivre, on va peut-être avoir une boucle là, vers des modifications réglementaires qui vont nous amener là, à prendre ces éléments-là plus en considération. Alors, ce que je vous propose pour la suite, on a encore quelques minutes, c'est de répondre à vos questions. Alors, on peut prendre des questions dans la salle. J'invite également les gens qui sont en ligne à rédiger des questions là, dans l'outil Conversation. Alors, est-ce que j'ai des questions dans la salle? Oui. Bonjour, je suis Jérôme de la Suisse Jeunesse, je suis professeur de droit à l'Université Laval. Merci beaucoup d'avoir organisé cette activité, c'est vraiment passionnant. Je le dis tout de suite, ce n'est pas du tout mon domaine. J'enseigne le droit de l'environnement et le droit international de l'environnement. Et c'est super d'avoir ce regard d'un autre secteur sur la question des changements climatiques. J'ai été amusé, Karine, par ton commentaire sur émetteur assujetti. Moi aussi, quand j'ai entendu émetteur assujetti, donc c'est vrai qu'on a des... C'est intéressant de voir que dans le droit, on peut avoir des enjeux d'interdisciplinarité. Donc, merci beaucoup. Il y a un terme qu'on n'a pas évoqué,
et c'est celui de crédit carbone, et notamment les marchés volontaires du carbone. Ouais. C'est-à-dire les crédits carbone délivrés par Verra, Gold Standard, Climate Action Reserve, qui sont quand même des produits. Alors, je ne peux pas le qualifier juridiquement parce qu'il y a tout un débat sur qu'est-ce que c'est que les statuts juridiques de ces choses-là. Un peu étrange. On va dire que c'est un produit. Il est échangé. Les institutions financières servent d'intermédiaires, les banques, les assurances. Ils sont échangés ici, ils sont échangés aussi par des contrats dérivés de plus en plus. Donc, ça concerne les régulateurs. Et c'est un élément maintenant qui est essentiel pour aller vers la carboneutralité. Beaucoup d'entreprises disent en tout cas que c'est un élément essentiel. Et très honnêtement, moi, je ne vois pas très bien comment on atteint la carboneutralité sans crédit carbone. Le problème, c'est que c'est un peu le Far West pour le moment. L'intégrité environnementale des crédits carbone est plus que discutable. La CFTC commence à s'intéresser à ça. IOSCO, je n'ai pas le nom d'organisation en français, mais L'OICV, auquel je fais référence. commence à travailler aussi sur cette question-là. Donc, moi, j'étais un peu curieux de vous entendre sur comment est-ce que vous percevez le rôle des services financiers, des acteurs du monde des services financiers pour l'encadrement de ces choses-là. Ça me paraît difficile qu'on n'aille pas vers plus d'encadrement parce qu'il y a beaucoup d'abus. Mais est-ce que vous pensez que c'est à vous de l'encadrer? Est-ce que vous attendez que l'État fasse quelque chose? Est-ce que vous pouvez quand même déjà, à ce stade-ci, développer des lignes directrices? Comment est-ce que vous percevez en fait cette question des marchés volontaires du carbone? Juste avant de céder la parole à Olivier, je le vois, je pense que c'est lui qui va vous répondre. Ouais, je peux offrir des perspectives. Pour les auditeurs qui sont en ligne, être certaine que vous avez bien compris là, la question. La question qui nous est posée, là, c'est par rapport à l'encadrement des crédits carbone et à savoir si le régulateur qui s'intéresse à l'industrie des services financiers là, peut ou doit jouer un rôle là, dans cet encadrement-là, pour citer la question, parce que c'est un peu le Far West. Alors, je te cède la parole. Oui, bien, super question, honnêtement. Puis on est vraiment aux confins de l'univers, de nos deux domaines de droit, là, comme la question le précisait. Peut-être d'emblée, là, rapidement, toujours dans le souci de vulgarisation, il y a deux types de marchés de carbone, les marchés de carbone volontaires dont on discute, et les marchés de carbone dits réglementés. Donc, par exemple, la bourse du carbone au Québec, le marché de carbone qu'on a avec la Californie, ça se qualifie comme étant un marché de carbone dit réglementé. Il est donc réglementé, notamment par le ministère de l'Environnement au Québec. Pour les marchés de carbone dits volontaires, effectivement, le premier enjeu qui se pose, c'est comment qualifier ce crédit carbone-là. On ne refera pas le midi-causerie que vous avez eu sur les crypto-actifs et leur qualification juridique, mais c'est un peu les mêmes types de questions. Est-ce que c'est clair qu'un crédit carbone est un dérivé, une valeur mobilière? Beaucoup de questions se posent, ça dépend des caractéristiques du dit crédit carbone. Mais tu l'évoquais, ou vous l'évoquez là, dans votre question. Les régulateurs en valeur mobilière ou en instruments dérivés commencent de plus en plus à s'y intéresser à cette question-là. Et IOSCO, qui est le nom en anglais de l'OICV, donc l'Organisation internationale des commissions de valeur, qui regroupe l'autorité et puis ses semblables à travers le monde, a publié 2 rapports dans les dernières années qui commençaient à exposer des attentes sur comment, d'un point de vue de la réglementation en valeur mobilière, on pourrait s'y intéresser. Et l'OICV, ça c'est d'ailleurs des comités de travail sur lesquels on participe, a été très ratoureuse ou astucieuse dans la manière de le positionner, plutôt que de rentrer dans le débat de la qualification, comme on a longtemps été dans ce débat-là à travers le monde sur les cryptoactifs, c'était plutôt de se dire, ce sont des marchés. Et nous, comme régulateurs des valeurs mobilières, on est des régulateurs de marché boursier. Donc, il y a peut-être des principes, des idées de notre expérience de régulateur de marché qu'on pourrait mettre sur la place publique devant les décideurs politiques, nonobstant est-ce qu'il s'agit vraiment de valeurs mobilières ou de dérivés, mais ce sont des marchés, certes. Voici des principes qui pourraient être intéressants à appliquer sous tout type de marché, mais c'est clairement quelque chose qui commence à poindre dans notre thinking. Pour la précision, ce n'est pas que l'IOSCO est ratoureux, c'est que l'IOSCO doit composer avec le fait que d'autres organisations internationales travaillent sur le statut juridique des crédits carbone. Donc, ils n'ont pas voulu marcher sur les pieds de leurs voisins et faire preuve de certaines différences à l'égard de ce que fait la CNITI et l'UNIDROIT. Donc, c'est pour ça qu'ils passent par le biais de leurs compétences et que la question du statut juridique n'est pas traitée dans les rapports. Mais
Merci beaucoup pour la réponse. Moi, je note un super sujet de recherche pour les recherches dirigées de mes étudiants, la qualification au niveau dans le contexte des services financiers là, des crédits carbone. On a une autre question qui est dirigée vers Olivier, encore une fois. On nous demande si il a déjà été discuté au sein de l'autorité de la possibilité de réglementer les fonds privés. Donc, on parle de fonds, le private equity, au niveau des ESG. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans les cartons, qui est une réflexion? Vaste débat, encore une fois, vaste conversation. On pourrait refaire un midi-causerie sur l'encadrement des fonds privés. La réponse courte, et là, je ferai les parallèles, toutes choses étant égales par ailleurs, comme je vous expliquais qu'en matière d'émetteurs assujettis, dans ma définition de valeur mobilière, moi, je m'intéresse aux sociétés qui ont fait un appel public à l'épargne et non pas aux sociétés qui n'ont pas fait un appel public à l'épargne. C'est toutes choses étant égales par ailleurs, un peu la même chose du côté des fonds d'investissement. Hein. On a un encadrement qui est clair pour les fonds d'investissement publics, pour les fonds d'investissement que monsieur, madame, tout le monde, que vous tous dans la salle pouvez acheter, placer au moyen d'un prospectus. En matière de fonds privés, donc qui ne sont pas librement accessibles à monsieur, madame, tout le monde, c'est tout un autre environnement réglementaire où va venir encadrer les intermédiaires de marché, donc par exemple le gestionnaire de fonds d'investissement, mais où on n'a pas nécessairement les mêmes outils de politique réglementaire pour encadrer le produit, le fonds privé. Donc, avant même d'être plus spécifique sur si on réfléchit à l'encadrement des fonds privés d'un point de vue ESG, question serait intéressante de voir quels sont nos outils. On a en ce moment sur la réglementation point des fonds privés, qui par définition ne sont pas offerts à monsieur, madame, tout le monde ou au public. Très intéressant. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Non? Sinon, j'en ai une autre, je vous dirais plus corsée, en ligne, qui exclut Karine. Alors, la question s'adresse à la modératrice, alors je vais dire que c'est moi, et mes deux autres panélistes. Alors, quel serait selon... Non, mais tu vas comprendre pourquoi. Je pense que c'est quelqu'un de ton équipe. Donc, quels seraient, selon vous, les arguments juridiques ou politiques là, contre l'élargissement des obligations fiduciaires là, aux administrateurs au sein des entreprises? Et la façon dont on libère ça, on dit, autrement dit, quels seraient les arguments de fond là, qui s'opposeraient à la double matérialité? Moi, je vais commencer, puis après, je vais vous poser. Pour moi, c'est deux choses différentes. Le fait d'imposer un devoir spécifique aux administrateurs au sein d'une société par action de placer l'environnement d'abord versus la double matérialité, pour moi, ce n'est pas la même chose. Je pense que c'est deux. Je vais me permettre, donc je vais séparer. Pour la double matérialité de prime abord, pour ce que j'en comprends, je ne vois pas les limites là, du droit des sociétés par action par rapport à ça. Là où j'avais une réserve qui mériterait d'être explorée, c'est au niveau du droit des sociétés par action. Ça revient à la base de c'est quoi une société par action. Une société par action, c'est créé parce que, généralement parlant, on a une injection de fonds qui vient de nos actionnaires et on a de l'autre côté des gens qui vont l'administrer, qui sont nos administrateurs. Alors, si on demande à nos administrateurs que leur premier objectif soit l'environnement et qu'on détache ça quand même d'un rendement qui va vers les actionnaires, ce qui n'est définitivement pas le seul objectif, ça peut quand même déstabiliser c'est quoi l'essence même d'une société par action. Fait que moi, c'est là ma première réflexion. Évidemment, je ne vous dépose pas un mémoire de 50 pages, là, mais c'est là où je me dis, OK, il faut creuser la question parce qu'il y a matière à ce que ça accroche. Alors, je ne sais pas évidemment, vous n'êtes pas deux spécialistes des sociétés par action, je ne vais pas vous mettre sur le hot seat, là, mais vous avez certainement une opinion sur la question. Bien, si je prends un exemple concret qu'on voit présentement dans le projet de loi de l'AMF, puis je le dis de façon générale, la manière que je le perçois, je vais le dire personnellement, je voyais qu'il y avait, exemple, on pourrait mettre des cibles de rendement pour les administrateurs face à la gestion, puis je me disais, pour moi, l'indépendance d'un administrateur, si je me mets à avoir une rémunération qui est dépendante des actions de la société, pour moi, ça reprend une rémunération qui est indépendante. Fait que, c'est des choses que je reviens à... Pour moi, l'argument serait l'indépendance des administrateurs. Là, je ne peux pas me permettre qu'ils viennent être basés sur le rendement de la société. Là, ça ne ferait pas de sens pour moi. Bien, je comprends. C'est que pour toi, c'est le même enjeu que si on base leur rémunération, ce qui arrive par ailleurs à l'occasion, sur le rendement de court terme ou l'effet court terme sur les actions. Alors, mais si c'est pas bien d'un bord, il faut se questionner. C'est peut-être pas mieux de l'autre non plus. Fait que c'est là que moi aussi, je pense que l'indépendance, c'est un des principes. Après, est-ce qu'il y a un décalage entre les beaux principes et la réalité?
je suis tout à fait ouverte à la discussion, puis je le comprends bien, là, mais c'est vraiment une belle question. Je pense qu'en soi, ça pourrait faire l'objet d'un thèse de doctorat, c'est des intéressés dans la salle. Peu d'éléments, honnêtement, à ajouter à ta réponse, c'était super complète, Cynthia. Tu sais, je terminerai peut-être pas nécessairement là-dessus que je voulais qu'on termine, mais bon, ça va arriver comme ça. Oublions pas quand même là, que d'un point de vue des sociétés cotées en bourse, ce sont les actionnaires, les investisseurs qui élisent les membres du conseil d'administration. Donc, moi, je suis en faveur de tout ce qui fait bouger le triangle de l'inaction, mais à la fin de la journée, les investisseurs, les actionnaires élisent les administrateurs au sein des conseils d'administration. Donc, si pour vous, individuellement, collectivement, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, investissez-vous et puis participez aux assemblées d'actionnaires, puis tentez de voter vos actions en conséquence. Peut-être le dernier petit point sur ça, c'est que peut-être qu'une des réflexions, puis on sort un peu, c'est qu'il y a d'autres façons d'exploiter une entreprise qui ne sont pas sous forme de société par action et qui peuvent, dans ce contexte-là, intégrer dans leur raison d'être la lutte au changement climatique. Donc, il y a plusieurs pistes de réflexion. Là, je pense, peut-être avant de terminer, je sens que tu as envie, Karine, de compléter ce portrait avec nous. Dans quelle direction j'irais, mais je dirais, tu sais, quand vous dites le rôle de la réglementation financière là-dedans, de ma perspective, peut-être canadienne, là, dans les dernières années, on a développé beaucoup quand même de règles pour essayer d'endiguer la lutte au changement climatique. La réglementation financière, c'est le bout qui manque pour avoir un portrait global. Puis là, je ferai du pouce sur ce que Géraud a dit. Le droit international s'applique aux nations, il ne s'applique pas aux entités privées. Puis une des choses que je voulais faire sciemment avec le projet de loi, c'est de dire non, maintenant, tout le monde doit respecter les objectifs de l'accord de Paris. Parce que sinon, les multinationales qui sont dans plusieurs juridictions, là, ils vont aller dans la juridiction où il y a le moins de règles, et ainsi de suite. Mais je suis tout à fait consciente aussi qu'on parle d'un énorme changement puis qui doit être coordonné à l'international. Donc, c'est compliqué. Et pour juste finir pour une tension qui n'est peut-être pas... excuse-moi, je ne finis pas avec l'espoir. Je vais essayer. Mais une tension qui est vue aussi, c'est que le plus qu'il y a les règles strictes au niveau des valeurs mobilières, le plus qu'il y a un intérêt pour les grands pollueurs, admettons, de demeurer une société privée et fermée. Là, une autre chose qu'on a commencé à voir, c'est que là, les banques canadiennes sentent un peu la soupe qui devient chaude. Pas une expression. Ça marche. Bref, en tout cas, la soupe chaude. Ça bouille. Donc là, il y a des gens qui se proposent je comprends même pas c'est quoi l'action, mais de repackager tous leurs prêts qui sont pas bons parce qu'ils sont à des grands émetteurs, puis de vendre ça à des hedge funds, puis qu'eux ne sont pas réglementés nulle part. Fait qu'il y a aussi il faut regarder sont où les trous dans le système pour s'assurer. Effectivement, il ne faut pas mettre de la réglementation qui va amener des acteurs à aller dans ces trous-là non plus. On veut le plus grand nombre d'acteurs qui collaborent de la même façon, dans le même objectif, là, à des fins d'espoir, d'y aller vers la lutte et la résilience au changement climatique. C'est ce qui va mettre un terme à notre midi-causerie. Je veux commencer par remercier sincèrement nos 3 intervenants. C'est probablement le sujet le plus difficile qu'on a eu depuis le lancement des midi-causeries. Je vous ai trouvé tous très passionnés et puis vous avez vraiment, je pense, contribué à ce qu'on comprenne un peu mieux cette interconnexion-là qui n'est pas facile entre tout le volet environnement et changement climatique et l'industrie des services financiers. Ce n'est qu'un début. On a découvert, je savais un peu, mais en tout cas, on l'a découvert davantage. Il y a place à beaucoup de recherches dans le secteur. Alors, sachez que l'équipe en prend bonne note. Je remercie également toute l'équipe des événements de la Faculté de droit grâce à qui cet événement est possible en personne et en ligne. Et je remercie bien sûr nos participants en personne et en ligne de vous être joints à nous aussi nombreux pour ce sujet. Si vous voulez rester à l'affût de nos événements, vous savez qu'on a un tout nouveau site, ladfi.ca. Donc, vous pouvez aller voir, vous inscrire à notre liste de distribution ou encore nous suivre sur les médias sociaux. Jusqu'à l'été, il y aura le relâche de midi-causerie, mais ne vous en faites, nous serons de retour à l'automne avec d'autres sujets qui, j'espère, seront aussi passionnants que ce qu'on vient de faire ensemble. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée.